rendez-vous sur notre site www.radioafriquesanté.com. « 13h à Cotonou, 12h en temps universel. Toute la journée, 7 jours sur 7. C'est l'information santé en continu et de la musique sur Radio Afrique Santé. Mardi 20 août 2024, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans le 13h de Radio Afrique Santé, dont voici les grandes articulations. Un changement de programme ou une simple stratégie pour apaiser un potentiel soulèvement dans l'affaire Frère Onvi. Plus de précisions dans ce journal. Nous parlons santé dans cette édition avec le paludisme qui fait partie des 4 grandes maladies les plus dangereuses du monde. La page sportive, c'est dans une vingtaine de minutes avec Ali Hawaii. Voilà donc pour les titres. Place au développement. Initialement prévu pour être auditionné le lundi 19 août 2024, Frère Onvi n'a été présenté que ce mardi matin selon plusieurs sources proches du dossier. Un changement de programme ou une simple stratégie pour apaiser un potentiel soulèvement. En tout cas, lundi, plusieurs députés du parti Les Démocrates ainsi que les sympathisants étaient devant la criette lundi pour apporter leur soutien aux chroniqueurs qui traversent des moments difficiles. Devant l'assistance des éléments de la police à la dissiper, ils ont replié tout en laissant par leur indignation. Il nous a été servi qu'il ne se présentera pas, on ne l'amènera pas. C'est ça qu'on nous a servi, disons les forces de sécurité. Attendons de voir si c'est vrai. Est-ce que ce n'est pas un jeu? Mais nous ne pouvons pas quand même se prêter à ce jeu. Donc nous attendons. Et si vous constatez bien, tout autour de vous, il y a nos militants. Il y a les militants, il y a les populations de Cotonou et environ qui sont venus témoigner de leur proximité à notre frère et à notre compatriote. Voilà. Comme vous le savez, la parole au Bénin ne fait plus foi. La parole au Bénin ne fait plus foi. Mais on nous a dit que ça ne sera pas fait. Alors, nous allons attendre et regarder ce qui va se faire. Voilà. Nous avons été appelés, Nous avons été appelés par les éléments de la police républicaine pour nous dire de dégager d'ici parce qu'il n'est pas bon qu'on est en train de faire attroupement. Donc nous sommes respectueux des lois de la République, mais que le peuple sache que non seulement on nous a dit que Frère Onvi n'est pas ici, qu'il n'y a pas audience aujourd'hui, mais on nous a interdit aussi de nous entretenir avec la presse. Merci. Voilà. Le Fonds patriotique donne de la voix à travers l'organisation d'un forum populaire avec la présence effective de ses délégués de tous les départements. L'objectif de ce forum populaire est de revisiter l'actualité sociopolitique du Bénin et des pays de la sous-région comme le Niger. Un peuple du pays, lève-toi pour être toi-même. C'est autour de ce thème que les activités de ce forum ont été organisées. Aucun sujet d'intérêt national et international n'a échappé à leur réflexion. Ce qui arrive au Niger est inadmissible et tous les moyens seront utilisés si nécessaire pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. J'ai compris tout de suite que le combat commence d'abord par connaître les problèmes pour lesquels il faut se battre. Partout, dans toutes les communes, les problèmes sont les mêmes. Nous sommes venus ici pour entendre, pour savoir que celui qui est dans l'Atakora vit les mêmes problèmes que celui qui est dans les plateaux. Est-ce que ce n'est pas ce que nous avons entendu aujourd'hui? Si c'est ça, alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à répondre présent de façon massive, comme vous l'avez fait aujourd'hui, à l'appel du front, pour que nous prenions les rues pour réclamer la liberté, le retour des exilés, pour exiger la libération sans condition des détenus politiques. Tout ce qu'ils ont présenté comme problème et que
que nous, travailleurs, tous les jours, nous présentons au gouvernement. Le gouvernement se tait. Je ne peux même pas dire qu'il se tait. Le gouvernement réprime les gens. Nous faisons des rencontres, même tout récemment, on était encore à une rencontre de négociation. Rien. Aucune solution. D'ailleurs, ce que le gouvernement a commencé par faire, il a commencé par nous sortir de toutes les structures où on nous invitait au moins pour nous entendre un peu. Vous l'avez entendu, Commission économique et sociale, on n'est plus dedans. La Commission méridionale des droits de l'homme, on n'est plus dedans. Et il y a beaucoup d'autres choses. Les conseils d'administration, on nous a sortis. Donc c'est possible même que pour la commission de négociation, on ne soit pas dedans. Et même si on est là, puisqu'on ne règle aucun problème, ça ne règle rien. Cette rencontre que vous avez initiée, ce forum est très important pour tout le peuple, pour la jeunesse, pour les femmes, pour les travailleurs de toutes catégories, même pour les retraités. Plusieurs décès de détenus ont été enregistrés ces derniers mois dans les maisons d'arrêt. Face à la fréquence de ces cas de décès, un groupe de députés a interpellé le gouvernement pour s'informer des conditions de vie dans les prisons. Après le récent rapport d'Amnesty International portant sur 46 détenus décédés dans 4 prisons entre janvier et juillet 2024 au Bénin, des députés de l'opposition usant de leur prérogatives constitutionnelles ont interpellé le gouvernement à répondre à une série de questions. L'objectif de cette interpellation est de s'informer sur les conditions de vie dans les prisons du pays. Initié par l'honorable Abibou Ouroukoubou et qui s'est fait rejoindre par une dizaine de ses collègues, la série de questions à l'attention du gouvernement du Patrice Talon a été déposée le lundi 19 août 2024. Clôture à Dassa de la foire régionale de l'artisanat du Bénin. C'est l'une des informations que comporte cette compilation au plan national présentée par Mathilde Aymon. La foire régionale de l'artisanat du Bénin, étape de Dassazoumé a pris fin hier dans le département des Collines. Initiée par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi via le Fonds de développement de l'artisanat, cette foire a permis pendant 10 jours aux artisans et artisanes des départements du Zou, des Collines, du Mono et du Koufo d'exposer au grand public leurs inventions et créations. C'est sur une note de satisfaction que le préfet du département des Collines, Saliou Oboudou, a clôturé cet événement. Toujours au Bénin, fournir aux jeunes les informations essentielles pour réussir à leur orientation scolaire et professionnelle, tel est l'objectif de la journée d'orientation et d'information de l'élève et de l'étudiant qui a mobilisé parents d'élèves, élèves et étudiants à l'initiative de l'Agence nationale pour l'emploi. À travers ce panel de discussions, de témoignages d'experts et de conseils pratiques, les participants sont allés à la découverte des filières d'avenir et des réalités du marché de l'emploi. Et puis, le taux d'eau non fracturé s'est dégradé dans la zone d'intervention du projet de réduction des pertes d'eau et d'amélioration de la viabilité du système d'adduction d'eau potable de Cotonou, Porto Novo et de leur agglomération. Ce taux, qui était estimé à 26% avant le démarrage du projet, est passé à 32% en 2022 avant de baisser légèrement à 32,42% en 2023. C'est le bilan qui en ressort après les résultats publiés en date du 30 juin 2024. La Banque africaine de développement accorde un don de $400 000 américains, soit environ 237,76 millions de francs CFA au ministère de l'économie et des finances pour la mobilisation des produits, des marchés et des obligations durables. Cet appui permettra au Bénin d'accroître les ressources en vue de soutenir la mise en œuvre des projets nationaux et de transition verte et les objectifs de développement durable. Page santé de cette édition à présent. Chaque 20 août, la communauté internationale célèbre la journée mondiale du moustique. L'édition 2024 de la dite journée est placée sur le thème « Accélérer la lutte contre le paludisme pour un monde plus équitable ». Au Bénin, l'occasion semble idéale pour se pencher sur les efforts déployés pour la lutte efficace contre le paludisme qui fait partie des 4 grandes maladies dangereuses du monde. Les précisions avec vous, Ginette Fleur Adandé.
En acceptant donc d'introduire le vaccin contre le paludisme dans son programme élargi de vaccination, le Bénin s'appuie sur la phase pilote du programme qui s'est déroulée au Ghana, au Kenya et au Malawi. Une phase qui a permis de protéger environ 2 millions d'enfants contre les formes graves de paludisme, avec comme conséquence la réduction des hospitalisations pédiatriques de l'ordre de 22% et une réduction de la mortalité de l'ordre de 13%. Ainsi, en adoptant le vaccin contre le paludisme le jeudi 25 avril 2024, au même moment que le Libéria et la Sierra Leone, après le Burkina Faso et le Cameroun, le Bénin entend jouer sa partition dans l'atteinte de l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé, qui est la réduction de la charge mondiale du paludisme à 90% d'ici 2030. Depuis donc le 25 avril dernier, tous les acteurs travaillent en synergie pour une lutte efficace contre le paludisme. Le PNLP a co-développé l'implémentation du vaccin antipaludique au Bénin, puisque c'est le PNLP qui est garant de la lutte antipaludisme au niveau national. Mais le moyen qui est une innovation, une nouvelle découverte, est porté par l'Agence nationale des soins de santé primaire. Donc, logiquement, ces deux entités du ministère de la Santé devraient donc se mettre ensemble pour pouvoir travailler là-dessus. Et le PNLP, dès lors, a participé aux côtés de la NSSP à toutes les étapes des réunions techniques ayant abouti donc à la décision finale d'implémenter donc ce vaccin au niveau national. Il y a également l'élaboration des documents normatifs en matière de formation sur les aspects techniques, en matière de communication et bien d'autres documents de suivi et évaluation, et même des évaluations à mi-parcours pour pouvoir donc apprécier certains aspects dans l'implémentation de ce vaccin. Ce vaccin est un vaccin sûr qui permet de protéger les enfants contre les formes graves du paludisme. L'introduction de ce vaccin n'élimine pas les autres mesures et la population semble accueillir les bras ouverts ce vaccin. Il faut avouer que l'appel a été très bien entendu parce que quand nous regardons au bout de 3 semaines les tendances en termes de nombre d'enfants qui sont déjà vaccinés dans les communes où le vaccin a été introduit, c'est une grande satisfaction. Les cibles sont largement atteintes, les mères sortent et les vaccins sont administrés tels que nous l'avions prévu aux enfants cibles de 6 à 1 an pour la première dose. C'est une grande satisfaction. Nous n'avons pas de résistance, nous n'avons pas de situation de refus de la vaccination et actuellement, il faut dire que l'appel est bien entendu. Les mères sortent pour aller vers les centres de vaccination. Les partenaires techniques et financiers placent tous leurs espoirs en ce vaccin ainsi qu'à l'observation des mesures préventives existantes car l'un ne va pas sans l'autre. L'OMS agit sur différents aspects. D'abord, nous avons un rôle normatif dans le cadre de l'élaboration des lignes directives pour la mise en œuvre basée sur les données factuelles de cette introduction. Nous avons accompagné le pays dans le cadre de la logistique, dans le cadre du plan, l'élaboration du plan de communication, en travaillant sur le plan de communication avec les acteurs, en élaborant un peu tout ce qui concerne l'infodémie, la création de la demande. Troisième élément, nous travaillons essentiellement sur tout ce qui est surveillance et suivi de la mise en œuvre de la surveillance des données sur le paludisme. Et enfin, nous coordonnons un peu l'appui des partenaires parce que c'est important que nous puissions coordonner l'appui des partenaires. Il faut dire qu'avant l'arrivée du vaccin, le gouvernement s'employait à la lutte antivectorielle intégrée à travers l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, la chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants de moins de 5 ans dans les départements de l'Atakora et de l'Alibori, étendue depuis juin 2024 au département du Borgou, les collines et la Donga, le traitement préventif chez les femmes enceintes et chez les nourrissons, l'assainissement du cadre de vie à travers l'asphaltage qui contribue à la destruction des gîtes larvaires. Connaître son état sérologique vis-à-vis des virus comme le VIH, les hépatites et autres permet aux personnes de prendre des décisions éclairées quant aux options de prévention de ces virus pour le bien-être des uns et des autres. Faut-il connaître son état sérologique avant de se mettre en couple? Suivez plutôt. Oui, je pense qu'il est important de connaître son état sérologique avant de se mettre en couple. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, on ne connaît pas le passé de son conjoint ou de sa conjointe. On peut prétendre
parce que nul ne peut accepter raconter son passé à son conjoint ou à sa conjointe facilement comme ça. Si par exemple le conjoint était en griffe, un gigolo et qui couchait avec les filles en désordre, il ne va pas accepter de dire ça comme ça à sa conjointe, à sa nouvelle conjointe avec laquelle il veut s'engager. Même chose du côté de la conjointe également, qui va accepter de dire que j'avais mené une vie de griffe aussi, prostituée. Donc voilà un peu. Et tout cela mettra à l'abri, nous mettra à l'abri des maladies qu'on connaît déjà, les IST, les hépatites et autres là, et surtout le sida que nous créons tous. Donc voilà, je pense que c'est vraiment capital, c'est très important de connaître l'état sérologique de son conjoint, de sa conjointe avant de se mettre en couple. Je pense qu'il est vraiment important de connaître son statut sérologique avant de se mettre en couple. Je dirais que déjà ce n'est pas forcément pour se mettre en couple, déjà pour soi-même. Je pense qu'il est important de connaître son statut sérologique parce que ça permet à beaucoup de personnes de prendre des décisions justes quant aux précautions de prévention du VIH-Sida. Parce qu'on sait tous que le VIH-Sida jusqu'à aujourd'hui n'a pas de vaccin comme d'autres maladies, je dirais. Donc, étant donné que le VIH n'a toujours pas de vaccin, il est important que chacun puisse savoir à quoi s'en tenir, que chacun puisse savoir comment se préserver ou quelles sont les précautions à prendre afin d'éviter de contracter le virus là. Je pense que ce n'est plus évident de chercher à savoir si on a le sida ou pas avant de se mettre en couple aujourd'hui. Si l'amour est là, si l'autre s'aime vraiment. Et d'ailleurs, moi je peux dire que le sida c'est une maladie ancienne. Une maladie dont la découverte a été faite dans les années 1983. Et en 2024, à l'ère du 21e siècle, on va chercher à savoir si on a le sida ou pas. D'ailleurs, il y a des gens aujourd'hui, ils ont cette maladie. Et si vous les voyez, vous ne saurez jamais. Je dis bien jamais et jamais. Parce qu'il y a le soin, il y a tout. Et si le soin est bien fait, vous ne pouvez pas être contaminé. C'est moi mon opinion. Oui, il est nécessaire, ou du moins crucial, de connaître son état sérologique avant de s'engager avec une personne. Au demeurant, il faut rappeler qu'avant de vouloir connaître l'état sérologique de la personne avec laquelle on veut s'engager, il lui fallut connaître le sien d'abord. La connaissance de l'état sérologique est un acte de responsabilité individuelle qui permet de protéger sa santé et celle de son partenaire. Donc oui, pour la sécurité de tous, il faudra connaître l'état sérologique. Les avis sont donc partagés, mais il est toujours bien de savoir de quoi il en ressort compte tenu de son état sérologique. Aujourd'hui, la femme grosse est regardée différemment dans la société dans le but de savoir les différentes appréciations que l'on fait les uns les autres sur cette dernière. Mathilde Aymon a promené son micro dans les rues de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Pour plus de précision, voici son reportage. Pour la majorité des personnes rencontrées, être une femme grosse ne pose aucun problème car elles pensent qu'il n'y a pas de différence entre les femmes grosses et celles minces. Je crois que déjà quand on parle de grosse, c'est ce que la société appelle généralement à Pouchou. Je pense que grosse ou mince, une femme c'est déjà une bonne personne. Grosse femme, moi je peux dire grosse ou mince, nul ne sait créer soi-même. Il n'y a pas de problème à ce niveau parce que ce soit une mince femme ou une grosse femme, nous tous nous sommes humains. Pourquoi pratiquer une discrimination raciale? Grosse ou mince, je pense que toutes les femmes sont belles à leur manière. Les grosses femmes, je ne leur trouve pas mon problème particulier. Tout ce qui compte, c'est ce que chacun a à l'intérieur de lui. Bon, selon moi, là, toutes les femmes sont les mêmes. Il suffit juste de se comprendre avec sa femme, c'est tout. Sinon, la femme grosse, ça ne devrait pas être un problème. Malgré la perception de ces derniers, certaines personnes, en particulier les hommes, apprécient mieux les femmes minces pour plusieurs raisons. Souvent, ils disent que les apouchous ne savent pas bien faire l'amour. Souvent, ne savent pas donner le prêtre. Souvent, c'est les skinny, c'est que les skinny font bien l'amour. Bon, comme moi, je suis un peu grosse là, je ne peux pas détester les grosses femmes. Je dois les aimer. Moi, j'aime pas les grosses femmes. Moi, je suis pas grosse et j'aime mon poids, j'aime ma carrure. Et donc, je peux dire que pour moi, une femme grosse, elle n'est pas à mon goût comme. Les grosses femmes sont synonymes de problèmes dans notre société. La majorité des hommes préfèrent les femmes minces. Les grosses femmes ne sont pas trop voulues par les hommes parce que selon eux, une grosse femme, c'est synonyme de dépenses, de quoi, de ci, de ça, mais bon. Souvent, c'est les garçons minces qui aiment les grosses femmes. Genre, ils disent qu'elles ont de grosses fesses. Les grosses femmes sont aimées par les garçons minces. Et les skinny aussi sont aussi aimés par les garçons minces.
Bon, la plupart des hommes croient que quand ils vont se marier aux femmes grosses, elle leur dominera. Il faut noter qu'en dépit de ces différences, chaque personne a sa préférence et c'est en cela que le goût est relatif. À un moment clé de leur parcours scolaire, les adolescents se trouvent souvent à un carrefour décisif. Choisir une voie qui influencera non seulement leur parcours académique, mais aussi leur future carrière. Est-il préférable que les enfants prennent seuls les décisions concernant leur parcours académique? Suivez plutôt. À leur jeune âge, les adolescents peuvent ne pas avoir suffisamment de maturité ou d'espérance pour prendre des décisions éclairées sur leur avenir académique et professionnel. Dans ces cas, l'avis des parents, des enseignants ou des conseillers peut être crucial. Les élèves doivent-ils être les seuls à déterminer leur filière d'études? Des jeunes rencontrés se sont prononcés sur la question. Pour certains, il est important que les parents soient impliqués dans le choix de leurs enfants. Moi, je pense que l'autorité des parents vers leurs enfants, c'est un épanouissement, puisque plus les parents ont l'autorité sur leurs enfants, cette autorité aide les enfants à progresser dans la vie, puisque quand les parents ont une autorité sur son enfant, l'enfant ne peut pas faire du n'importe quoi, puisqu'il sera toujours guidé par son papa. Si on prend l'exemple de l'orientation scolaire ou académique, les parents peuvent dire aux enfants que nous voici, j'aimerais que vous fassiez la faculté de médecine ou de droit, puisque c'est dans cette faculté où je vois peut-être l'avenir meilleur de ce pays. Ce que je peux dire, il y a les parents qui influencent leurs enfants dans des horaires, il y a ceux qui corrigent. C'est pas contrôler quelqu'un, ou c'est-à-dire que tu peux l'être en ordre. Bon, moi je pense que ça vaut la peine cette autorité, parce que normalement nos parents semblent avoir beaucoup d'expérience par rapport à nous. Je ne pense pas que ça soit un aspect négatif. Il faut noter que les enfants peuvent et devraient être impliqués dans le choix de leur filière, mais cela doit être fait dans un cadre de soutien où les parents et les conseillers peuvent les guider et les aider à faire des choix éclairés. La grotte mariale Notre-Dame d'Arigbo est un lieu de pèlerinage catholique situé à Dassazoumen dans le département des Collines au Bénin. Elle devient un lieu de pèlerinage en 1954, année mariale sous la protection du Monseigneur Louis Parisot. Elle figure parmi la liste des aires protégées du Bénin. Cette année, à travers le pèlerinage qui a eu lieu vendredi, samedi et dimanche dernier, le sanctuaire a célébré son 70e anniversaire. Une occasion pour les fidèles de formuler quelques doléances. La grotte à Dassa, souvent on est battu par la pluie parce que la basilique qui est là ne contenait pas même la moitié de l'effectif qui venait. Si on peut au moins investir quelque chose pour qu'on ait une basilique digne du nom, je pense que ça sera un plus pour les chrétiens catholiques et pour le Bénin tout entier. L'évaluation non seulement a besoin des moyens humains, mais également ça a besoin également des moyens financiers pour pouvoir rendre le cadre adéquat à l'évangélisation. Donc il nous faut cette fois-ci lancer des cagnottes de levée de fonds et partout au monde et demander à toute personne volontaire, à toute personne de participer pour quand même faire un lever de fonds et pour pouvoir réaménager le lieu, moderniser tout en apportant des technologies modernes telles que des écrans géants et pour pouvoir permettre quand même à ceux qui ne sont pas à l'intérieur de la chapelle, de la grande chapelle, de pouvoir vivre l'Eucharistie, de vivre les moments de fête, des moments d'action de grâce. Aujourd'hui, on a su aménager et quand même avec des bâches, nous pouvons quand même assister à des célébrations eucharistiques et à des événements. Mais ce que je pourrais également suggérer, ce n'est pas seulement les bâches. Est-ce qu'il peut y avoir aussi des financements venant de loin ou de près? Donc ça peut être interne, que ce soit à l'externe, depuis Rome, et ou bien les organisateurs de la communauté catholique peut s'entendre afin que nous ayons également des apatames qui seront là. Parce que quand il y a la pluie, les bâches peuvent être emportées par le vent, ce qui crée beaucoup de désagréments. Et cela fait que beaucoup ne vivent plus l'événement comme cela se doit. Seuls ceux qui ont eu la chance de se retrouver à l'intérieur. 3 avions de la présidence du Nigeria ont été saisis par 2 pays européens. C'est ce que nous dit Samuel Okora dans cette compilation internationale.
Effectivement, d'après RFI, la France et la Suisse auraient saisi 3 avions appartenant à la flotte présidentielle nigériane. Zhongshan, une entreprise chinoise, aurait ordonné cette saisie. L'entreprise est engagée dans un litige de longue date avec l'État d'Ogun au Nigeria, concernant la gestion d'une zone franche d'exportation. Le Nigeria avait été condamné à verser 110 millions de dollars, ce qu'ils ont tardé à faire. Pour rappel, Zhongshan avait obtenu en 2010 les droits de développement de cette zone franche située dans l'État d'Ogun, au sud-ouest du Nigeria. Cependant, 6 ans plus tard, le Nigeria a mis fin unilatéralement à ce partenariat, prenant également des mesures pour expulser l'entreprise du pays. Estimant que le Nigeria a violé un traité bilatéral d'investissement signé avec la Chine en 2001, l'entreprise a lancé une procédure d'arbitrage qui a conduit à la saisie de ces 3 avions présidentiels. Inondation au Tchad. La capitale N'Djamena se trouve dans l'inondation. Rues inondées, maisons écroulées, alors que le service national de météorologie annonce d'autres pluies dans les prochains jours jusqu'en septembre. Comme seul moyen de transport, certains habitants utilisent la pirogue et cela ne se fait pas gratuitement car les habitants payent 100 et 500 francs CFA pour les trajets. Face à cette situation, les N'Djamenois appellent à l'aide. Information santé. En République démocratique du Congo, l'épidémie Mpox continue de faire des ravages. L'OMS avait déclaré que cette épidémie est une urgence de santé publique de portée internationale. À Goma et aux environs, au moins 300 cas ont été enregistrés depuis début juin. L'hôpital de Ngiragongo, qui accueille les malades, est bourré de patients désespérés. Comme si cela ne suffisait pas, la plupart des malades de Mpox sont des déplacés ayant fui les combats entre les rebelles de M23 et l'armée congolaise. Ils se retrouvent isolés dans ce centre de traitement, privés de leur famille. Et c'est tout pour les informations internationales. Parlons à présent sport avec vous, Hawaii Ali. Pas de but cette fois-ci pour Kylian Mbappé après sa victoire en finale de la Supercoupe de l'UEFA contre l'Atlanta 2-0 mercredi dernier. Inoffensif, l'attaquant français n'a pas réussi à offrir la victoire au Real Madrid pour son premier match en Liga de la saison contre Mallorca 1-1 ce dimanche. Plus de détails avec vous, Hawaii. Pas de but cette fois-ci pour Kylian Mbappé. Voilà. Le tenant en titre Manchester City s'offre Chelsea à Stamford Bridge sur un score de 2-0 pour son premier match en Premier League. Effectivement, en poste depuis août 2023 et initialement sous contrat jusqu'en 2025, Thierry Henry quitte son rôle de sélectionneur des espoirs comme l'a indiqué la Fédération française football. Le 9 août, l'ancien attaquant des Blues et son équipe ont remporté la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024, s'inclinant en finale contre l'Espagne 3-5 après prolongation. Le président de la Fédération française football, Philippe Diallo, a exprimé ses remerciements à l'ancien champion du monde 1998 pour le travail accompli à la tête des équipes espoirs et olympiques. Il a également exprimé ses regrets face à cette décision, soulignant qu'Harry avait atteint les objectifs fixés en remportant une médaille d'argent 40 ans après celle obtenue à Los Angeles. Diallo a souhaité à Henry le meilleur pour la suite de sa carrière. De son côté, Thierry Henry a remercié la Fédération française football et son président pour l'opportunité qui lui a été offerte. Il a exprimé sa fierté d'avoir décroché la médaille d'argent aux Jeux Olympiques pour la France, qualifiant cette réussite comme l'une des plus grandes fiertés de sa vie. De plus, il a exprimé sa gratitude envers la fédération, les joueurs, le staff et les supporters pour cette expérience inoubliable. Du sport pour soutenir les parcs nationaux. Comme vous le savez, les parcs, surtout dans le nord du Bénin, traversent quelques moments difficiles et c'est pour les encourager et donner à tous ceux qui travaillent le soutien qu'il faut qu'un fitness des parcs nationaux a été organisé. Les précisions sur cet événement sportif auquel tout le monde est convié avec Emmanuel Zoignon. Il est coach en musculation sportive, fitness et cardio. Ce que je tiens à dire à tous les Béninois, c'est de venir massivement à l'événement Fitness des Parcs, un événement pour soutenir les parcs nationaux et par la même occasion prendre soin de sa santé. Prendre soin de sa santé dans la bonne ambiance avec des activités telles que step, cardio, renforcement musculaire, abdos. Le lancement officiel c'est le 23 août
au Palais des Congrès à partir de 18h. Venez massivement, venez nous soutenir, venez encourager les parcs nationaux et venez prendre soin de votre santé. Il n'y a pas de catégorie d'âge parce que le sport il est pour tous et il est pour le bien-être de tous. Bien sûr, pour ceux qui ont des problèmes particuliers, il y aura toujours des mouvements adaptés afin que tout le monde puisse y participer. L'entrée est libre et gratuite, donc venez massivement au Palais des Congrès à partir de 18h. Et voilà qui siffle la fin de ce 13h dans nos studios. Merci à Samuel Kora et Parfait Afodéo pour la collaboration technique et éditoriale. Au micro, je suis Romaric Topé. Belle journée chez vous. Vous souhaitez communiquer sur Radio Afrique Santé? Vous organisez un événement? Nous vous accompagnons. Faites la promotion de votre événement sur Radio Afrique Santé. Pour plus d'informations et pour tout renseignement, rendez-vous sur notre site www.radioafriquesanté.com. Communiquer radio. Une fondation de la place recherche pour les activités de sa radio en ligne, filmée et spécialisée dans les questions de santé, d'environnement, de culture, de société, de promotion du genre et de l'épanouissement de la femme, 2 journalistes stagiaires pouvant également animer des émissions en français, ainsi que 2 commerciaux. Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à Radio Afrique Santé. Pièce à fournir, une demande manuscrite précisant le poste visé, les motivations et les compétences du postulant, notamment l'apport du candidat à l'animation de la radio. Un paragraphe portant sur l'expérience passée du candidat dans le domaine de la santé serait apprécié. Un curriculum vitae. Les dossiers sont à déposer au siège de la radio, si dans la Zopa, rue après celle du général Mathieu Kérékou, à Kassato dans la commune d'Abomey-Calavi, ou à envoyer à l'adresse afriquemediasanté@gmail.com ou directement déposer au siège de Radio Afrique Santé. Téléphone 57 00 00 60 ou le 91 91 59 22. Communiqué signé par la coordonnatrice de la radio, Ginette Fleur Adandé. Et stop la pub. Retour de vos